j'aurais eu le choix de faire une présentation de ce qu'on fait, la maladie favorite sur laquelle on travaille. Et au lieu de ça, en fait, j'ai essayé de vous présenter, de par en fait, mon parcours, qui est initialement un parcours de clinicienne, qui ensuite est passé et fait de la recherche donc à l'INSERM, et qui maintenant a vu probablement beaucoup plus de souris malades que de patients. J'ai essayé de vous faire, je vais essayer en 20 minutes, de vous faire une présentation assez nuancée de ce que peuvent apporter les modèles animaux pour ce type de pathologie dont Hugues Chabria vous a présenté, dont Hugues Chabria vous a parlé ce matin, à savoir les maladies des petits vaisseaux cérébraux. Donc, Étienne Audina vous a remarquablement planté le décor, à savoir que les petits vaisseaux cérébraux, donc ces petits vaisseaux qui sont à l'intérieur du cerveau, la problématique en fait de ces vaisseaux, ça ne se résume pas à un problème de plomberie. C'est un peu plus compliqué. De par les spécificités du cerveau, c'est 2% du poids du corps, ça reçoit 20% de la output cardiaque, quasiment pas de capacité de stockage, et puis des propriétés structurales, fonctionnelles bien particulières liées aux vaisseaux cérébraux, dont a parlé Étienne ce matin, à savoir la barrière hémato-encéphalique, le couplage neurovasculaire et un ensemble d'autres propriétés sur lesquelles je vais revenir. Et pour planter un petit peu également le décor, donc Hugues Chabria vous a présenté la symptomatologie des maladies des petits vaisseaux cérébraux, qui sont des maladies chroniques qui évoluent sur plusieurs années. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est la diversité des processus pathogènes qui peuvent affecter ces petits vaisseaux et qui fait que ce sont non pas une maladie des petits vaisseaux, mais des maladies des petits vaisseaux. C'est un ensemble très hétérogène et dont la pathogénie est probablement relativement complexe. Donc très schématiquement, en fait, il y a des maladies qui vont affecter plutôt le versant artériel, plutôt le versant capillaire, d'autres éventuellement les veines, d'autres affecter la totalité du lit vasculaire. Ça peut être soit des pertes cellulaires ou bien des dysfonctions cellulaires. Ça peut être également des anomalies primitives au niveau de la matrice extracellulaire qui englobe ces cellules. Ça peut être une maladie du contenu, à savoir un état prothrombontique ou des phénomènes inflammatoires. Tout ça pour donner soit des occlusions vasculaires ou des dysfonctions vasculaires ou des fuites des vaisseaux. Un concept un petit peu plus récent qui a été revisité par le Maiken Edergaard, qui est la réduction de la clairance des déchets avec le système lymphatique, ou un défaut de support trophique des cellules, et en particulier des progéniteurs des oligodendrocytes. Et tout ça pour donner ce cortège de lésions tout à fait caractéristiques et de ce que l'on voit dans ces pathologies des petits vaisseaux. Donc, au cours de ces 20 minutes, ce que je voudrais en fait, c'est balayer ces quatre points. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de modèles animaux ? La deuxième, c'est une question qui peut paraître triviale, mais je pense qu'elle n'est pas triviale. La deuxième, c'est de quels modèles dispose-t-on ? Comment les explorer et qu'est-ce qu'on en attend de ces modèles animaux. Le troisième, c'est pour vous illustrer quand même que ça sert à quelque chose, mais en montrer également les limites. Et enfin, réfléchir à quel bilan on peut tirer donc, de ce qu'on a appris des années passées et quels sont les enjeux pour demain. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de modèles animaux pour explorer, pour comprendre les maladies des petits vaisseaux ? Si vous faites la revue de la littérature, vous n'aurez aucune difficulté à trouver de très bonnes revues dans de très bons journaux qui vous montrent de superbes schémas pour vous expliquer les mécanismes physiopathogéniques des maladies des petits vaisseaux. Et puis une revue récente qui met au premier plan le problème de la barrière hémato-encéphalique. Si vous allez dans le détail en fait de ces schémas, en fait c'est beaucoup d'hypothèses, beaucoup de spéculations, mais absolument pas de compréhension claire des données. Donc c'est déjà une première réponse à la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de modèles animaux. La deuxième chose, c'est que je ne veux surtout pas mettre en opposition, et bien au contraire, l'apport de la clinique, parce que je pense qu'en fait, les modèles animaux sont pour, en partie, pallier et essayer de répondre à des questions auxquelles la clinique ne peut pas répondre. Mais par contre, la clinique, elle est très, très, très utile pour comprendre l'histoire naturelle de ces maladies. Il s'agit clairement de maladies chroniques. La clinique, elle est très importante pour définir la nature des lésions. Est-ce que ce sont des lésions de type ischémique, des lésions de type prédominamment hémorragique ou un mélange des deux ? Mais j'ai mis un mais. Le mais, c'est la substance blanche. Quand en IRM, vous voyez des hypersignaux de la substance blanche, vous ne savez pas ce à quoi ça correspond en termes de lésions.
La cause, on a vu qu'on peut identifier rarement la cause de façon certaine, en particulier pour les formes monogéniques. Elisabeth Tournier-Assert vous en donnait quelques exemples. On peut identifier des facteurs de risque, parfois, donc l'âge, l'hypertension artérielle, qui sont très clairement des facteurs de risque de ces pathologies. Vous avez des patients qui ne sont pas hypertendus, qui sont un peu plus jeunes et qui vont développer une maladie des petits vaisseaux. La nature des lésions vasculaires, c'est là le problème. La nature des lésions vasculaires, l'imagerie, on a affaire à des pathologies qui touchent des vaisseaux donc de très petit calibre, de diamètre inférieur à 300 microns, et on est bien au-dessous en fait de la résolution de l'IRM, même de l'IRM à très haut champ. Alors je suis très prudente dans ce domaine parce que je pense que l'IRM et l'imagerie dans ce domaine est en train de faire des bons et des progrès technologiques phénoménaux, à savoir qu'on commence à visualiser des artères perforantes d'un diamètre de 300 microns. L'analyse de la dysfonction vasculaire, elle est encore très rudimentaire, mais là encore, il y a des développements méthodologiques en cours et il y a des équipes à Utrecht qui sont capables d'analyser la vélocité à l'intérieur d'artères perforantes d'un diamètre dans les noyaux gris et dans le centre semi-ovale. Visualiser des anomalies subtiles de la barrière hémato-encéphalique, c'est encore assez compliqué d'un point de vue méthodologique. L'histopathologie, on en a terriblement besoin, mais dans la pathologie humaine, c'est au stade terminal, donc c'est très informatif. Mais malheureusement, en fait, ces superbes schémas dont on vous explique les mécanismes pathogéniques de ces maladies des petites artères, de ces petits vaisseaux, c'est basé en fait sur une exploitation d'analyse autopsique au stade terminal de la maladie et pas au stade initial. Établir la relation causale entre l'anomalie vasculaire, la lésion vasculaire et la lésion du parenchyme, c'est très difficile sur le plan clinique. Et bien évidemment, les études cliniques ne permettent pas d'établir les bases cellulaires et les bases moléculaires de ces lésions vasculaires. Alors, est-ce qu'on a des modèles animaux pour pouvoir répondre à toutes ces questions? Quels sont ces outils et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, qu'est-ce qu'on attend des modèles animaux de maladies des petits vaisseaux? En premier, j'ai dit d'avoir des modèles pertinents. Ça peut vous paraître une lapalissade, pour moi, ce n'est pas une lapalissade. La première question qu'on doit se poser quand on travaille sur des modèles animaux, est-ce que ça a une pertinence par rapport à la maladie humaine? Et dans la diapositive suivante, je vais vous montrer quelques exemples à mon sens, de non-pertinence de ces modèles animaux. On attend de ces modèles animaux en fait, de pouvoir déterminer la nature de la lésion vasculaire. Est-ce que ça affecte le versant artériel, le versant capillaire, le versant veineux? Est-ce que c'est un problème de structure du vaisseau? Est-ce que c'est un problème de dysfonction du vaisseau? On attend de pouvoir préciser la nature des lésions du parenchyme, mais en particulier, qu'est-ce qu'il y a sous ces hypersignaux de la substance blanche? C'est quoi les lésions de la substance blanche? On attend de pouvoir étudier la dynamique du processus pathogène et en particulier, ce qu'on peut faire dans les modèles animaux, c'est d'étudier le processus pathogène à un stade très précoce de la maladie. On attend de pouvoir établir la relation causale, c'est-à-dire si vous avez une lésion vasculaire, comment on peut expliquer la causalité entre la lésion vasculaire et la lésion du parenchyme, et bien évidemment d'identifier les bases moléculaires, et tout ça, bien évidemment, en vue de pouvoir élaborer et d'évaluer ces stratégies donc thérapeutiques. Alors, dans la diapositive qui suit, je n'ai pas du tout la prétention de vous faire tout un résumé de tous les modèles animaux des maladies des petits vaisseaux. Simplement une réflexion et une espèce de classification de ces modèles animaux. Premier type de modèles animaux, c'est sur des modèles animaux d'hypertension artérielle chronique, qui est un des facteurs de risque majeurs de ces pathologies. Est-ce qu'on a des modèles animaux d'hypertension artérielle chronique ? On a, et vous verrez dans la littérature, beaucoup de gens qui utilisent ce modèle des rats spontanément hypertendus, les rats stroke-prone. Ces rats développent des lésions vasculaires et du parenchyme qui ont des aspects histopathologiques qui sont assez ressemblants à ce qu'on voit dans la pathologie humaine. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, ce sont des modèles d'hypertension artérielle maligne. Ces rats développent une hypertension à 200-220 mm de mercure. Et paradoxalement, et ça je pense que c'est le point intéressant, quand on regarde dans ces modèles animaux d'hypertension chez la souris, d'hypertension artérielle chronique, on voit des petites anomalies vasculaires. En fait, ce qui est surprenant et à mon avis qui est une piste intéressante, c'est que dans les modèles de souris qui sont hypertendues, elles développent les lésions rénales,
Elle développe les lésions cardiaques que l'on peut voir dans la pathologie humaine liée à l'hypertension artérielle. En revanche, sur le plan cérébrovasculaire, on voit une dysfonction cérébrovasculaire, mais on ne voit pas de lésion du parenchyme. Mais moi, je mettrais une petite limitation. Suite à une conversation avec un néphrologue qui m'a dit, mais finalement, quelle est la part de l'angiotensine 2 parce que ce sont des modèles essentiellement d'hypertension chronique induite par l'angiotensine 2. Et une première réflexion, cette réflexion d'un néphrologue qui était de me dire, mais chez la personne âgée, quelle est la part et la contribution d'angiotensine 2 dans l'hypertension artérielle? Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces modèles d'hypertension artérielle chronique avec de l'angiotensine 2. Est-ce que c'est vraiment relevant? Deuxième classe de modèles animaux, ce sont des modèles animaux dans lesquels il y a une assumption sur le mécanisme. Première assumption et premier dogme, parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de dogmes. Le premier dogme, c'est que les lésions de la substance blanche, c'est de l'hypoperfusion chronique. Pour moi, à mon sens, c'est un dogme qui doit être dépoussiéré. Donc ce sont des groupes de Japonais qui ont fait ces modèles de sténose bilatérale de carotide. Ce sont des souris qui développent des lésions de la substance blanche sans aucun doute. Le problème, c'est la pertinence. C'est une assumption effectivement sur la cause. Il y a un deuxième problème qui, quand on discute dans le détail avec les gens qui font ce genre de modèle, en fait, pour poser et pour induire cette sténose bilatérale de la carotide, il y a une chirurgie sur la carotide. Il y a initialement une phase d'ischémie aiguë et probablement beaucoup de lésions du parenchyme qui sont liées à cette phase d'ischémie aiguë. Deuxième modèle intéressant, ce sont des modèles en fait d'injection de microthrombie dans la carotide. C'est un modèle qui récemment a été bien caractérisé dans le groupe de Meiken et d'Ergaard. Donc elle fait des injections de cristaux de cholestérol de taille calibrée entre 40 et 70 microns. Et la chose intéressante a été la caractérisation phénotypique de ce modèle, à savoir, et elle a constaté qu'il y avait donc ces animaux développaient en fait des infarctus, des micro-infarctus, mais développaient deux types de lésions, à la fois des micro-infarctus très ressemblants à ce qu'on voit dans la pathologie humaine, mais également des lésions de nature incomplète avec une perte neuronale qui est retardée et une démyelisation qui est retardée. Mais là encore, la limitation, chez ces animaux, on fait des injections massives de cristaux de cholestérol, plus de 3000 cristaux de cholestérol sur une vasculature complètement saine chez des animaux normaux, jeunes. Donc, quelle est vraiment la pertinence de ce modèle? Peut être intéressante pour étudier finalement la dynamique et la formation de ces infarctus et de ces lésions incomplètes. Troisième classe de modèles animaux, ce sont les modèles animaux qui, à mon sens, là, n'ont pas de problème de pertinence dans le sens de la cause, à savoir, ce sont des modèles de forme génétique de maladies des petits vaisseaux, les modèles d'angiopathie amyloïde, et on dispose, l'équipe de Matthias Jucker, en introduisant une mutation ponctuelle, donc la mutation Dodge typique qu'on voit dans la protéine APP, est capable de générer donc des modèles de souris qui développent une angiopathie amyloïde, très peu de plaques amyloïdes dans le parenchyme, mais une angiopathie amyloïde, des hémorragies, une neuroinflammation, et ces hémorragies sont très clairement liées en fait à la perte de cellules musculaires lisses au niveau des artères piales et la partie initiale des perforantes. L'inconvénient de ce genre de modèles, ce sont des modèles qui sont relativement peu sévères avec un début tardif. Deuxième type de modèles animaux de forme génétique de maladie des petits vaisseaux, donc la maladie Cadazil dont vous avez entendu parler ce matin, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus longtemps, quelques diapositives dans la dernière partie de la présentation. Donc c'est un modèle de souris, on a essayé tout type de manipulation génétique pour essayer de reproduire cette maladie donc chez la souris. Le modèle qu'on a, qui est le modèle le plus performant, c'est un modèle préclinique de la maladie qui développe les dépôts caractéristiques de cette maladie, qui développe une dysfonction cérébrovasculaire, j'y reviendrai, et des lésions de la substance blanche. Mais la limite de ce modèle est que c'est un modèle qui est vraiment un modèle préclinique, c'est-à-dire qui ne récapitule pas absolument, qui n'a absolument pas la totalité du spectre phénotypique de cette maladie. Alors, vous allez peut-être penser que j'ai une vision assez pessimiste de ces modèles animaux.
et de la possibilité qu'on a de générer des modèles animaux de maladies, des modèles animaux pertinents de maladies des petits vaisseaux. Je mettrai quand même une nuance là de vraiment d'optimisme, et ça n'est pas qu'il est impossible de générer des modèles rongeurs de maladies des petits vaisseaux, puisqu'il y a une maladie dans laquelle on a de très très bons modèles animaux et qu'on est capable vraiment de reproduire exactement ce qu'il se passe chez l'humain. Ce sont les modèles de la maladie génétique liée à des mutations ponctuelles dans le gène COL4A1. Et initialement, donc Douglas Gould a généré un modèle dans lequel, enfin, c'est un modèle spontané, une mutation spontanée qui est liée à une délétion d'un exon, de l'exon 41 dans la chaîne alpha 1 du collagène 4, qui développe vraiment la symptomatologie clinique qu'on voit chez les patients COL4A1, qui néanmoins un petit problème de pertinence dans le sens où ça n'est pas une mutation associée telle qu'on peut la voir chez les patients, qui est associée à une très forte létalité. Mais récemment, en fait, Emmanuel Plésier, qui avec Pierre Ronco ont découvert ce syndrome ANAC, a généré des souris avec une mutation ponctuelle dans le gène COL4A1, et Julien Ratlat, dans mon équipe, a récemment analysé ces souris, et ces souris sont vraiment un modèle parfait, je dirais. Je n'ai pas mis de limitation, je n'ai pas mis de remarques. C'est vraiment un modèle parfait de maladie des petits vaisseaux cérébraux tel qu'on le voit donc chez les humains. Donc la souris, avec la souris, on peut récapituler la maladie, mais néanmoins avec beaucoup de limites. Donc, maintenant, est-ce qu'on a des outils et des approches technologiques pour analyser ces modèles? La réponse est un oui franc, massif. On a au jour d'aujourd'hui, en fait, une palette de technologies qui nous permettent d'étudier la structure, la fonction, la réactivité des vaisseaux, vraiment dans le détail. Je vais juste, en fait, vous illustrer 2-3 petites techniques. Une technique un petit peu, qui peut vous paraître maintenant un petit peu désuète. C'est une technique en fait qui a été en particulier implémentée donc, dans le laboratoire de Constantino Iadecola à Cornell, à l'université de Cornell à New York, pour étudier la réactivité cérébrovasculaire chez la souris en utilisant une technique de laser Doppler. Donc, dans cette approche, la souris est anesthésiée et on fait une petite fenêtre au-dessus du cortex somatosensoriel et pour y poser au-dessus une sonde de laser Doppler pour pouvoir en fait mesurer des changements de débit sanguin cérébral. Et donc, avec ce type de préparation, on peut analyser l'hyperémie fonctionnelle telle que vous l'a décrite Étienne Audinat ce matin, on peut analyser l'autorégulation du débit sanguin et on peut tirer parti de la présence de cette petite fenêtre pour pouvoir appliquer de façon locale des agents pharmacologiques ou n'importe quelle drogue qui vous permet de regarder est-ce que c'est l'endothélium fonctionne bien, est-ce que c'est la cellule musculaire lisse qui fonctionne bien, et on peut contrôler dans ce type de modèle, avec de l'électrophysiologie, contrôler l'activité neuronale. Deuxième type d'approche dont a parlé également Étienne ce matin, c'est l'utilisation maintenant très large à main nue du microscope biphotonique qui permet en fait d'analyser non seulement du débit en fait en mesurant la vitesse de déplacement des hématies, mais qui permet de visualiser les diamètres d'artères ou de veines. Donc vous pouvez vraiment analyser les vaisseaux. Donc vous avez dans la même préparation la possibilité d'analyser le flux, le diamètre, d'analyser des vaisseaux particuliers, et vous pouvez faire ça maintenant en fait sur des souris vigiles, non anesthésiées, et vous pouvez faire ça maintenant en chronique. Troisième et vous pouvez combiner ça, comme l'a expliqué Étienne ce matin, combiner ça à des souris reportrices pour visualiser de la signalisation calcique dans la cellule endothéliale ou dans la cellule musculaire lisse. Juste un petit point qui est de la performance de ces outils et des limites de ces outils. Que ce soit le laser Doppler ou que ce soit le microscope biphotonique, une des limitations, c'est la profondeur. C'est-à-dire qu'on peut regarder les vaisseaux, chez la souris, on peut regarder les vaisseaux qui sont dans le cortex. On ne peut pas explorer la substance blanche avec ces approches. Et une des approches, à mon avis, technologie prometteuse dans ce domaine, c'est une approche qui a été développée dans l'équipe de Michael Tanter, qui est l'imagerie ultrason, donc ultra rapide, qui permet en fait de visualiser la totalité en fait du cerveau, à la fois sur tranche, en fait visualiser la totalité du cerveau. Et c'est un des exemples. On mesure en fait des variations. Je suis absolument pas du tout une spécialiste, et je pense qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui est de l'équipe de Michael Tanter qui pourra vous en dire beaucoup plus, où on est capable de mesurer des variations de volume sanguin cérébral. Et dans cette planche-là, où en fait, chez la souris, on a stimulé les moustaches et on voit une augmentation du volume sanguin à la fois donc, dans un des noyaux du thalamus et dans le cortex somatosensoriel. Donc une technique, à mon avis, extrêmement très prometteuse.
Autre type de technique pour analyser directement les vaisseaux cérébraux, c'est l'analyse du tonus artériel. Et le tonus artériel, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour les vaisseaux cérébraux. C'est ce qui va déterminer en fait l'état, le diamètre, l'état du vaisseau à partir de lequel n'importe quel stimuli que vous allez appliquer sur vos vaisseaux, soit une activation neuronale ou une modification de pression artérielle, l'élément important de base, c'est quel est le tonus artériel, quel est l'état de contraction de votre vaisseau. Et on est capable, en fait, maintenant, d'analyser non seulement le tonus artériel des artères en superficie, chez la souris, ce sont des artères qui font environ un diamètre de 150 microns. Et dans le laboratoire de Mark Nelson à Burlington, Fabrice Bertrand a développé cette technique de pouvoir analyser le tonus d'artères, qui sont des artères pénétrantes, qui ont un diamètre de 20 microns. Alors ça nécessite vraiment des doigts plus que des doigts de couturière. Donc dans ce type de technique, les artères sont cannulées entre deux pipettes, pressurisées, et on applique des paliers de pression et on regarde la contraction à la pression, donc à ces changements de pression. Et on peut combiner ça avec des souris reportrices, là encore, pour visualiser donc la signalisation calcique. Très récemment, Fabrice Dabertrand, dans l'équipe de Marc, a développé une préparation, là encore techniquement vraiment très challenging, où il est non seulement capable en fait de disséquer l'artère pénétrante, perforante, mais il est capable de disséquer en fait le lit capillaire qui va avec. Alors vous allez dire, mais and so what, pourquoi faire? Mais pour répondre à des questions fondamentales qui sont en fait, et c'est l'idée mécanistique qui est sous-jacente à ce type de préparation, qui est que les capillaires vont être capables de sentir, entre guillemets, les modifications, les changements de concentration de potassium, et il est capable d'appliquer de façon très locale au niveau des capillaires des changements très locaux de concentration potassique et de voir que ça a un effet sur le diamètre de l'artère, puisqu'une des hypothèses est que le potassium est un médiateur extrêmement important dans le couplage neurovasculaire. Un autre aspect dont on a un peu parlé ce matin, qui est le système lymphatique, qui est une notion qui a été revisitée récemment par Michael Nedergaard, qui est ce système de circulation paravasculaire de liquide céphalorachidien, qui est un système en fait de clairance des déchets, où le liquide céphalorachidien circule donc, et ces déchets sont évacués en passant autour des artères, très schématiquement, rentrer donc dans le parenchyme, se mélanger avec le liquide interstitiel et repartir autour des veines. Le point important, et je pense que c'est une notion qui est à intégrer quand on explore les maladies des petits vaisseaux, c'est que cette capacité de clairance, ce système de clairance des déchets avec ce système lymphatique, en fait, s'altère avec l'âge, et en particulier parce que ce système de clairance lymphatique, un des moteurs est la pulsatilité donc, artérielle, et que la pulsatilité donc, artérielle s'altère avec l'âge. Donc c'est aussi un des paramètres qu'il faut regarder quand on explore les maladies des petits vaisseaux. Donc pour vous donner un exemple concret de ce que l'on a fait, de ce que l'on a appris dans la maladie CASIL et ce qu'on ne sait toujours pas. Donc la maladie CASIL, je ne reviendrai pas, c'est une forme, on utilise en fait cette maladie comme une forme paradigmatique de maladie des petits vaisseaux liée à une mutation, des mutations ponctuelles dans le récepteur NOTCH3. Et une des caractéristiques, c'est cette accumulation de la protéine NOTCH3 donc autour des cellules musculaires lisses et dans ces dépôts tout à fait typiques granulaires qu'on voit en microscopie électronique. Donc on a pu, après de nombreuses années d'efforts, enfin générer un modèle pas trop, qui récapitule une partie de la maladie. Et là encore, c'est là où c'est extrêmement important d'articuler la recherche clinique et ce qu'on fait sur les modèles animaux pour attester de la pertinence. On a, comme dans la maladie humaine, on voit d'abord les dépôts et l'accumulation de NOTCH3 dans les vaisseaux, on voit ensuite une dysfonction vasculaire et on voit ensuite se développer des lésions de la substance blanche. Et par exemple, une des questions à laquelle on a été capable de répondre, c'est la nature des lésions de la substance blanche dans cette maladie à un stade très 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 précoce. Le dogme, parce que dans ce domaine, il y a énormément de dogmes. Le dogme, c'était un œdème, c'était une rupture de barrière hémato-encéphalique. Il n'en est absolument rien du tout. Ça, c'est une image en microscopie électronique de souris mutées et dans lequel, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on voit une vacuolisation qui est à l'intérieur de la gaine de myéline, qui repousse l'axone, qui dans un certain nombre de fibres détruit l'axone et qui est associé à des débris myéliniques. Donc on a appris, en analysant en fait la structure et la fonction de ces vaisseaux,
qu'on avait ces lésions-là, on n'avait absolument pas de rétrécissement des vaisseaux, de fibrose des vaisseaux. Là encore, le dogme nous disait, vous avez des lésions de la substance blanche, c'est très simple, le mécanisme il est simple, vos vaisseaux, ils sont fibrosés, rétrécissent, sténosés. Non, on a des lésions de la substance blanche, ces vaisseaux sont absolument pas rétrécis, ni fibrosés, ni sténosés. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'on voit une dysfonction cérébrovasculaire globale, je vais accélérer parce que je suis déjà un petit peu en retard, avec cette technique de laser Doppler flow, qui est tout à fait consistante avec le fait que la cible primaire dans cette pathologie, c'est la cellule musculaire lisse des petits vaisseaux cérébraux, puisque c'est là que s'exprime la protéine Notch3, et que le mécanisme initial, un des mécanismes initiaux, est probablement une altération du tonus myogénique qu'on peut visualiser non seulement au niveau des artères leptoméningées, mais également au niveau des perforantes. Et alors, ce que nous avons pu faire, et c'est un point sur lequel je vais insister, c'est que dans un laboratoire, il est absolument impossible de maîtriser toutes les techniques pour explorer aussi bien la structure, la fonction des vaisseaux. Et donc, j'ai collaboré avec le laboratoire de Mark Nelson à Burlington. Ce laboratoire est un laboratoire spécialiste dans l'exploration et les mécanismes vraiment fondamentaux du tonus myogénique. Ce mécanisme laboratoire tout à fait leader dans le domaine des canaux potassiques, mais laboratoire qui n'avait jamais entendu parler de maladie des petits vaisseaux jusqu'à ce que je les contacte. Et donc, ils ont été très intéressés et on a exploré en fait le mécanisme de cette altération du tonus artériel dans ce modèle murin et Marc et son équipe ont pu démontrer la relation causale entre l'anomalie du tonus artériel et l'augmentation du nombre de canaux potassiques et de la famille des KV1. De là est née cette collaboration et cette relation entre nos deux laboratoires, facilitée par un réseau de recherche. Et on a pu en fait essayer de faire la connexion entre les mutations de Notch3 et cette anomalie des canaux potassiques. Tout d'abord, une des idées était que ces dépôts de protéines Notch3, un des mécanismes pathogènes pouvait être d'altérer, d'entraîner le recrutement anormal de protéines de la matrice, comme des protéines telles que la vitronectine et TIM3, dont on a montré, donc, par des approches de protéomique, qu'elles étaient uprégulées et anormalement, qu'elles s'accumulaient anormalement, non seulement dans les tissus de patients cadazines, mais aussi des souris. Et vraiment très brièvement, en fait, en utilisant toutes ces approches ex vivo, in vivo, en utilisant des modèles murins dans lesquels on diminue l'expression de TIM3 ou on augmente l'expression de TIM3, on a pu en fait retracer la totalité de la voie de signalisation qui conduit des mutations de Notch3 à cette altération des canaux potassiques dans la cellule musculaire lisse artérielle qui rend compte de l'anomalie du tonus et de la dysfonction cérébrovasculaire. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on tire, quelles leçons peut-on tirer de ce qui a été fait au cours de ces années et quels sont les enjeux pour demain? Je dirais que le bilan, c'est les maladies des petits vaisseaux, c'est un ensemble hétérogène de pathologies diverses. On a encore, je suis relativement sévère et pessimiste sur la qualité et le type de modèle que nous avons. Je pense qu'il y a encore un énorme effort à faire sur ces modèles animaux pour avoir des modèles animaux pertinents. En revanche, on a une très large palette d'outils pour les explorer et les spécialistes dans le domaine ont fait part d'une inventivité, d'une créativité qui finalement repousse à quasiment... On a toutes les possibilités pour explorer ces souris. Que c'est l'exploration des mécanismes requiert vraiment une diversité des expertises qui n'est pas possible d'avoir dans un seul laboratoire. Donc les approches transdisciplinaires, interdisciplinaires sont absolument fondamentales pour explorer les mécanismes de cette maladie. Et peut-être pour vous avoir montré très brièvement qu'il est faisable, eh bien maintenant, en partant d'un modèle animal, de pouvoir décrypter les bases cellulaires et moléculaires d'une partie, en tout cas, des manifestations cérébrovasculaires. Alors maintenant, quels sont les défis pour demain ? Les défis pour demain, c'est de nouveaux modèles animaux, et une des réflexions, c'est que je ne suis pas sûre que le rongeur soit vraiment le modèle pertinent pour faire ce type de modèle, parce qu'on sait très bien qu'il y a des différences phénoménales d'enjeu-architecture entre l'enjeu-architecture du rongeur et celle de l'homme. Donc peut-être que le primate est peut-être en fait, avec sa lourdeur, peut-être finalement une des clés.
La deuxième chose, c'est que je pense qu'un des enjeux, c'est très bien de décrire, je vais être très critique vis-à-vis même de ce que nous faisons dans le laboratoire, c'est très bien de décrire en fait les lésions vasculaires, de voir qu'on a une dysfonction cérébrovasculaire. La question fondamentale derrière, c'est est-ce que c'est cette dysfonction cérébrovasculaire qui est responsable des lésions du parenchyme, et si oui, par quel mécanisme? Je dirais qu'un des défis pour demain, c'est la formation des jeunes investigateurs. Ce sont des expertises qui sont longues à acquérir, qui sont difficiles, et je pense qu'il est important d'attirer dans ce champ des jeunes investigateurs parce que le training de ces investigateurs est long et que c'est un investissement sur l'avenir. Je pense qu'il est absolument fondamental dans cette discipline d'avoir et de penser à une articulation entre recherche fondamentale et recherche clinique dans ce type de pathologie, puisque notre souci quand on travaille sur les mécanismes de ces modèles, c'est vraiment là encore la pertinence. Est-ce que c'est pertinent dans la pathologie humaine? Parce que un des objectifs, et à mon avis un des enjeux à terme, c'est de pouvoir, dans ces maladies des petits vaisseaux au pluriel, d'essayer de faire une stratification physiothérapeutique des patients, c'est-à-dire de pouvoir regrouper, au même titre que dans la pathologie ischémique, on peut, embolique aiguë, on puisse stratifier les patients. Eh bien, je pense que c'est un des mêmes enjeux. À terme, eh bien, de pouvoir translater toutes ces informations fondamentales eh bien, dans la définition de nouvelles thérapeutiques, domaine dans lequel on est vraiment très, très, très démunis. Je voudrais juste finir par mentionner les gens de mon équipe. Donc, Carmen Capone... on peut peut-être lire rapidement, je suis désolé, voilà. Il faut vraiment qu'on avance. Tous ces gens-là, bravo. Voilà, merci.